Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire des recours déposés après les résultats des élections législatives et communales au Burundi. Le parti UPRONA estime qu'il y a eu des erreurs dans le calcul des voix. Le président équato-guinéen Teodoro Obiang-Nguema Basogo poursuit sa tournée à l'intérieur du pays. Il était ce mercredi à Ebebine, ville frontalière du Cameroun et du Gabon. Et le tourisme est en perte de vitesse au Maroc. Le recul du nombre de visiteurs étrangers a atteint jusqu'à 14% dans certaines villes du royaume. Mais tout d'abord, l'ancien chef de la junte guinéenne Dadis Moussa Camara a été inculpé dans le cadre de l'enquête sur le massacre du 28 septembre 2009 à Conakry. Une décision de justice qui fait suite à son audition ce mercredi par 2 juges d'instruction et un procureur guinéen. Dadis Moussa Camara se trouve à Ouagadougou, au Burkina Faso. Il vit en exil depuis 2010. Au Burundi, après l'annonce des résultats des élections législatives et communales, le parti UPRONA, proche du pouvoir, qui a obtenu 2 sièges, a déposé des recours auprès de la Cour constitutionnelle. De son côté, la coalition d'opposition des indépendants remporte 21 sièges malgré l'appel au boycott. Lisa Siakizimana. À Bujumbura, l'heure est au recours pour les résultats des élections du 29 juin. Après l'annonce des résultats provisoires des législatives par la Commission électorale nationale indépendante, le parti UPRONA, qui a obtenu 2 sièges sur les 100 de l'Assemblée nationale, a déposé mercredi 8 juillet des recours auprès du président de la Cour constitutionnelle. Il faut noter que les électeurs pour le parti UPRONA ont été intimidés, ont été empêchés de voter. Et même sur ces 2 sièges, c'est pour des personnes qui ont osé, qui n'ont pas eu peur. Mais la majorité n'a pas voté. Et au niveau du calcul, nous avons constaté qu'il y a eu beaucoup d'erreurs. Et nous adressons des recours au président de la Cour constitutionnelle. Nous venons de procéder au recours. Selon les résultats publiés par la CENI, le CNDD-FDD, parti au pouvoir, a obtenu 77 sièges. 2 sièges ont été attribués à l'UPRONA, l'aile qui est proche du pouvoir, tandis que 21 sièges reviennent à la coalition des indépendants Abigenga Miseroya Barundi, dirigée par le duo Gwassa Agathon et Charles Nditije. Ces derniers avaient pourtant boycotté ces élections communales et législatives, mais ils n'excluent pas la possibilité d'un dialogue inclusif et envisageraient même d'accepter les sièges qu'ils ont obtenus au cours de ces élections controversées. Tout dépendra de l'issue du dialogue, parce que nous pensons que tous ceux qui sont concernés par ces sièges-là devront nous mettre ensemble pour décider de commun accord. Nous pensons que ce sont des résultats d'une élection controversée, que donc, puisque le débat reste ouvert, que c'est plutôt un sujet de débat tout aussi que les autres, parce qu'il vaut la peine que l'on améliore le processus pour le rendre crédible. Agathon Gwassa se dit prêt à négocier et annonce qu'il accepterait de se présenter à la présidentielle si l'issue du dialogue dont le président ougandais Yoweri Museveni, le médiateur, le permet. Signalons que parmi les résolutions du mini-sommet de l'EAC du 6 juillet à Dar es Salaam en Tanzanie, la communauté est-africaine avait suggéré un report au 30 juillet de la présidentielle prévue le 15 juillet. En Guinée équatoriale, le président Teodoro Obiang-Nguema Basogo poursuit sa tournée à l'intérieur du pays. Il était ce mercredi à Ebebine, ville frontalière du Cameroun et du Gabon. Et c'est dans cette localité qu'une nouvelle agence de la Banque des États d'Afrique centrale devrait bientôt voir le jour. Un reportage de notre correspondant Serge Kofi. Une première pierre qui va lancer les travaux d'une nouvelle agence de la Banque des États d'Afrique centrale. C'est l'un des temps forts de la visite du président Teodoro Obiang-Nguema Basogo à Ebebine, au nord-ouest de la Guinée équatoriale. L'activité économique a doublé d'intensité ces dernières années dans la région. Le volume des échanges de plus en plus grandissant entre la Guinée équatoriale et le Cameroun favorise la mise en place de plusieurs institutions bancaires. À ce stade, Ebebine devait bénéficier d'une banque centrale. Ici, il y a 5 banques installées. Et puis Ebebine, c'est un carrefour. D'ici Yaoundé, pour retrouver une banque centrale, nous sommes à plus de 350 km. Pour aller à Bata, 230. Et peut-être pour aller à Oyem, à presque 200. Donc il était tout à fait normal, compte tenu du développement des échanges commerciaux dans ce carrefour, la ville aux 3 frontières, où il y a le Cameroun, le Gabon et la Guinée équatoriale, que la Banque centrale accompagne cette activité pour que les banques qui sont ici soient pour déposer
les ressources, soit pour demander les billets à l'Institut des missions, il fallait que les choses se fassent sur place. Avec un prix du baril du pétrole au plus bas, les prévisions budgétaires du pays ont été bouleversées. Mais le président Teodoro Obiang-Nguema Bazogo a annoncé des projets d'intérêt socio et économique tels qu'un marché et des logements sociaux. Yo he venido no para hacer la propaganda electoral. Je ne suis pas venu pour faire une campagne ou une propagande électorale vous demandant de voter pour moi. Je suis venu parce que je suis préoccupé du devenir de notre cité commune. Le terrorisme est arrivé au Cameroun, qui est juste à côté. Qu'est-ce qui dit que le terrorisme dont souffrent nos voisins ne trouvera pas sa place en Guinée équatoriale? Je vous appelle à la vigilance et voudrais vous avertir que la situation est extrêmement dangereuse. El terrorismo está azotando a muchos países de África. Dans toutes les localités visitées, le président Obiang-Nguema Bazogo a défendu son action politique. Il a en outre souligné l'importance de la préservation de la paix civile comme gage de développement. En République démocratique du Congo, une réunion sur le processus de rapatriement des éléments de l'ancienne rébellion du M23 a eu lieu mardi à Kinshasa dans le cadre de la conférence internationale de la région des Grands Lacs. Il a été décidé du rapatriement de tous les ex-combattants au plus tard le 18 août prochain. Un reportage de notre correspondant Jacques Amboka. Les ambassadeurs de la communauté internationale de région des Grands Lacs, les représentants du gouvernement congolais et l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU se sont réunis ce mardi 7 juillet à Kinshasa. Objectif de la rencontre, accélérer le processus du rapatriement des éléments de l'ex-mouvement rebelle M23, réfugiés au Rwanda et en Ouganda. Cependant, le processus fait face à l'absence des représentants de M23 à la table des négociations. On va continuer de faire des efforts comme secrétariat pour que les gens de M23 se sentent responsables et viennent ce soir dans la réunion pour discuter des choses qui concernent eux comme ex-combattants et pour la paix de la RDC. Ils sont environ 2000 combattants de l'ex-mouvement rebelle et réfugiés au Rwanda et en Ouganda. La déclaration de Nairobi sur la question avait décidé de leur rapatriement en RDC. Lors de la dernière rencontre de la CIRGL tenue à Luanda en Angola le 18 mai dernier, la date limite de leur rapatriement avait été fixée au plus tard au 18 août. Nous avons donc démontré que la République démocratique du Congo a accompli ce qui lui incombait comme tâche. Ce qui reste, ce sont des tâches communes qui nécessitaient qu'il y ait une coopération des anciens rebelles au sens des ex-M23. Depuis la fin de la guerre, seuls 182 combattants ont été rapatriés. Pour le gouvernement de la République démocratique du Congo, toutes les conditions sont réunies pour la réintégration dans la société de ces combattants, d'autant plus qu'une amnistie leur a déjà été accordée. Par conséquent, selon les autorités de Kinshasa, ceux qui n'accepteront pas de regagner le pays d'ici le 18 août prochain seront tout simplement considérés comme étrangers sous le sol congolais. Au Maroc, les professionnels du tourisme sont inquiets. Le pays enregistre un recul important du nombre de visiteurs étrangers. Bien qu'épargné par les attaques terroristes, le royaume subit l'impact négatif des attentats qui ont eu lieu dans les autres pays du Maghreb. Awa Barkala. Le Maroc, inquiet pour sa saison touristique, les Français représentent pour un quart des touristes au royaume chérifien. Pour redresser la barre, le royaume doit faire face à de nouveaux défis sécuritaires. Les attentats subis par la France, la Tunisie et l'Égypte depuis le début de l'année y sont pour beaucoup dans le recul des réservations. Malheureusement, le Maroc, comme tous les pays de la région et les pays du pourtour méditerranéen, sont aujourd'hui sous la menace. La menace, elle est globale. Conscients de la nature de la menace, les services de sécurité marocains ont établi une stratégie préventive. Cette stratégie a donné des résultats. Il y a des démantèlements de cellules terroristes. Il y a l'arrestation de certains terroristes, mais en même temps, le pays a été épargné depuis longtemps de ces attaques. C'est la ville de Tanger qui a enregistré la baisse la plus importante au royaume avec 14% de nuitées en moins. Pour sa part, Casablanca a bouclé les 5 premiers mois sur une baisse de 8% et Fès a réalisé une baisse de 2%. Pour
relancer le tourisme au Maroc, la marge de manœuvre n'est pas si grande que ça, mais quand même, il y a des options sur lesquelles le Maroc peut miser, c'est-à-dire diversifier sa clientèle. Il faudrait que le Maroc essaye de capter des touristes venant d'autres pays, notamment l'Allemagne, l'Angleterre, et pourquoi pas même la clientèle africaine. Il faudrait également miser sur, par exemple, le tourisme d'affaires. La situation géopolitique des pays du Maghreb explique ce recul du nombre de touristes et de réservations dans les hôtels. Mais les pays européens accusent également le coup. La France, par exemple, a enregistré un recul de fréquentation de 7%. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.